Aujourd'hui, 19e séance, ça fait 19 mois qu'avec l'espace Déclic, qui fait de la photographie, qui expose la semaine prochaine encore des photographies, nous avons fait une histoire de la photographie. Disons de 1826, l'invention de la photographie, à 1926. Et la dernière séance, c'est la prochaine fois. Nous avons abordé les avant-gardes mexicaines, américaines, allemandes, russes. Et si nous allons à Paris, en tout dernier, c'est d'abord parce que c'est assez difficile de résumer toute cette avant-garde parisienne. Nous allons voir, voici le petit schéma avec les petits dossiers qui sont là, comment Montparnasse, un petit détour par Kiki de Montparnasse que j'aime beaucoup, et qui a une vie elle-même qui résume bien tout l'ensemble de ce qu'on va faire ici et regarder. Si Paris redevient après la Première Guerre mondiale le haut lieu de l'avant-garde européenne, c'est parce qu'elle est le carrefour de tous les artistes et de tous les autres. Voilà, mon troisième morceau s'appelle La part de l'autre. Il y a des gens, nous allons parler de Man Ray qui vient de Philadelphie, de Kertész qui vient de Hongrie, de Hitzbing qui vient de Francfort, de Florence Henry qui vient d'Allemagne, de Germaine Krull qui vient de Pologne, Brassailles qui vient de Transylvanie, de Elie Lothar qui vient de Roumanie. Tous ces gens-là vont se croiser énormément. Je vais parler un tout petit peu autour de Man Ray et de cette part de l'autre, de ce qu'on appelle l'école de Paris, qui est une sorte d'astuce de journalistes et d'auteurs pour dire que à Paris, ça se croise. Ce sera l'occasion d'ailleurs de se rappeler que plus les gens se croisent, plus il y a de créativité. Et enfin, c'est là où c'est une conclusion pour une histoire de la photo en 20 morceaux. La dernière permettra de reprendre 20 photographies connues ou méconnues et de se servir de ces photographies par un détail pour voir en quoi la photographie, sur ces 100 ans, est vraiment devenue un art. Et aujourd'hui encore, dans 1921 à Paris, l'outil absolu pour la modernité. C'est-à-dire la photo ne peut plus être exclue du champ de recherche, d'utilisation des artistes eux-mêmes, de la documentation pour en parler aujourd'hui. Et on verra avec les années 30 et la part des revues, c'est invraisemblablement important, comment tout ça se retrouve mêlé. Si je prends quelques dates, euh, le manifeste Dada, 23 manifeste Dada pour le dadaïsme à Paris, puisqu'il est né plutôt en Suisse et en Allemagne, c'est 1920. Man Ray s'installe à Paris 1921. Sous le titre Paris, hôpital du monde, c'est intéressant comme nuance. Le Matin 1926 sort une série d'articles révélant que les artistes étrangers viennent à Paris chercher la santé et l'inspiration. Voilà, Paris devient un carrefour, ce qui a été célébré, ce Paris est une fête de l'entre-deux-guerres. Et il s'agit de sortir des clichés aussi, c'est le cas de le dire, pour une histoire de la photo. Ce qui m'intéresse et que j'ai essayé d'avancer par morceaux, c'est une histoire de l'art par les relations, par l'interaction de personnes entre elles. Et là, on est à un carrefour de rencontres, par aussi l'interaction d'outils entre eux. Comment de la publication de photos sur des revues, le découpage, le photomontage, allait pouvoir montrer cet ensemble-là. Si je prends juste quelques images de cette histoire de la photographie que j'ai parcourue et le paradoxe qui se cache derrière. Chez Nerval, en 1854 par Nadar, c'est en écrivant sur cette photo Je est un autre que, que Nerval fait un des plus intéressants commentaires sur l'histoire de la photographie. C'est aussi par ces photos d'Adjet de Paris qui sont à la fois des parcs d'attractions. Paris et les capitales européennes sont devenues des lieux où voilà, l'activité industrielle a fabriqué des parcs de loisirs, de découvertes qui sont là pour faire peur, attirer, dépenser de l'argent, mais aussi des lieux qui plairont beaucoup aux surréalistes, aux dadaïstes, pour y voir autrement le monde qui nous entoure. Ce monde, Adjet l'avait juste documenté, il l'avait juste pris en photo pour regarder euh, et donner à regarder aux dessinateurs, aux peintres, ce qui était autour de lui. Et le regard a changé, puisque ce sont les surréalistes eux-mêmes, Bérénice Abbott, la surréaliste américaine, assistante de Man Ray, qui va compter beaucoup dans notre
cours du jour, qui va aller retrouver Adjet juste avant sa mort, qui va le photographier. Voilà, et ce regard que peut-être Adjet n'avait même pas sur ses propres photographies, ce sont les surréalistes et les commentateurs qui vont le faire. Voilà encore une piste intéressante. Nerval écrit sur sa propre image en nous disant que cette image faite par une machine, c'est pas lui, mais il prend la peine de l'écrire quand même, hein. C'est-à-dire, c'est bien parce qu'il y a une question. Les photos d'Adjet ont un peu la même vertu. Est-ce que ce sont des documents, une sorte d'enregistrement par une machine, puisque pour la première fois dans l'histoire humaine, les images et les créations sont faites par une machine. C'est l'écriture de la lumière, la photographie. Et donc, cette impersonnalité, elle est pas questionnée au début. Elle est juste une chambre d'enregistrement, mais on a vu à quel point par le jeu, en fait, par la recherche, euh, la photographie va sortir de la documentation. Et c'est aussi la question du jour qu'on verra chez Bataille, qui va justement éditer, je reviens à ma chronologie, Sephore, Dermé et Kertész créer les documents internationaux en 1927. 28, le premier salon indépendant de la photo est organisé, Galerie du Théâtre des Champs-Élysées, et on y reviendra. 1929, Germaine Krull, 100 fois Paris, livre de photos dans lequel elle présente la ville comme l'esprit de l'esthétique moderne. Une galerie de photos en 31 et au MoMA en 37, une grande exposition de photographie. Je passe de l'un à l'autre, donc les éléments de contexte des années 20 ont fait évoluer de simples documents la photographie. N'oublions pas que la provocation de 1917, qui est encore en cours d'étude par Duchamp, est connue par une photographie dans un magazine, prise en photo par Stiglitz, grand photographe et grand instigateur de la modernité, en faisant dans sa galerie exposer les grands artistes modernes européens, et donc en nourrissant le regard des artistes américains. Man Ray est américain, et Picabia, Duchamp se retrouveront aux États-Unis sous peu. Voilà, le dadaïsme va, sous forme d'almanach, sous forme de revue, utiliser la photo, détourner la photo aussi, c'est l'étape d'après. La photographie, on l'a vu, étant devenue un objet de consommation, carte postale, journaux, photos anonymes, elle est tellement diffusée qu'elle est l'image. Faire une peinture, c'est quand même, aujourd'hui encore, un savoir-faire technique que, c'est une fausse idée, mais on a l'impression que faire une photographie ne demande pas beaucoup de pratique, c'est l'image absolue. Elle est peut-être en train d'être remplacée par le film, avec le téléphone en direct ou avec la retransmission en direct par une machine. Intéressant sujet qu'on verra le mois prochain, pour finir. Quels enjeux il y a dans ces 20 photographies que j'aurais choisies pour parler de l'histoire de la photographie en 100 ans et pour les 100 prochaines années, puisqu'on est en 2022. Ce système de création, que l'abstraction, le cubisme a commencé, là je suis en 1920, tout en haut à gauche, l'esprit de notre temps que résume bien Haussmann, il est exposé au Centre Pompidou. La technique du collage, qui fait assembler des éléments les uns avec les autres, qui extrait donc une image qui circulait beaucoup, qui l'isole et qui en fait quelque chose d'autre. Une esthétique de la machine qu'on retrouve à la fois dans la tête de Tatlin, mais qu'on retrouve aussi dans les organes et dans cette fascination pour la tuyauterie humaine qu'il y a aussi chez Duchamp, chez Picabia, justement. Chez les dadaïstes, cette espèce de comparaison de machines que nous sommes, fascination et répulsion. Voilà, les dadaïstes feront une merveille, j'aime bien ça, moi, la première excursion visite. Il s'agit d'aller à Saint-Julien-le-Pauvre le 14 avril, tous ensemble, et voilà, réunis, pour faire rien, pour, pour créer un événement. Il y a une distribution de bas de soie, vous voyez sur la droite du document. Par contre, cette notion de performance, d'action, qui naît avec le dadaïsme, qui a été
un peu anticipé avant, mais qui naît avec ce jeu d'absurdité, a besoin, entre guillemets, de documenter, d'être documenté par la photographie. Et là, on a une photo en haut qui a, en un sens, pas grand intérêt. Esthétiquement, un intérêt historique, mais elle a un intérêt aussi parce que la performance, eh ben, elle est résumée là, en fait. Il y a le carton d'invitation, le résultat. Même si on n'y a pas été, on peut comprendre intellectuellement, sans passer par l'image, quelque chose qui s'est passé. Mais c'est l'image qui va nous aider à nous passer de l'image. J'ai parlé de cette merveilleuse artiste Anna Hawke, dadaïste, femme de Haussmann, et ben, justement pas que joueuse avec les compositions, l'écriture, et donc quelque chose qui s'introduit dans l'image et qui montre bien encore que la photo est plutôt vue par la presse, puisque ben, derrière moi, là, il y a du texte, il y a de l'image, c'est le mélange des deux, la presse. On a dans l'illustration des choses comme ça, dans la bande dessinée qui s'est créée à ce moment-là. Petit à petit, l'image va être infiltrée par le texte, par les onomatopées d'abord, et puis par le texte lui-même. J'en ai fait une petite vidéo quotidienne sur l'invention des images narratives. Et l'intégration du texte dans l'image, c'est le génie de cette avant-garde russe qu'on a vu il y a peu, le collage de Rodchenko sur son ami Ossip Brick, qui se retrouve avec un slogan lui-même, le poète porte le texte sur lui. On a parlé de l'avant-garde allemande et du Bauhaus que Molinagui a beaucoup nourri et que Molinagui va nourrir aussi avec des gens comme Krull qui va le croiser, avec ces images qui naissent de la ville moderne, j'en ai aussi parlé, c'est-à-dire cette vue du dessus plongeante qui, sans doute, en s'élevant, les constructions architecturales ont transformé notre façon de regarder. Et donc, ce regard technique un peu simplifié qu'on va retrouver chez Krull, que j'avais déjà montré un petit peu, va être une particularité de la modernité. J'ai enfin parlé de l'avant-garde mexicaine, qui est le lieu de refuge d'une Europe en guerre. C'est aussi ce qui va donner la main aux États-Unis, qui vont savoir utiliser ça. Mais le focus sur les États-Unis ne doit pas masquer qu'il y a en Europe, en Espagne, au Portugal, au Mexique et dans d'autres lieux encore, des poches d'artistes qui partent et qui nourrissent une scène locale qui devient bien plus active encore. Quand on a vu l'avant-garde mexicaine, j'ai aussi insisté sur le fait que la photographie commençait à être main dans la main avec le cinéma qui se développe. 1895, on est en 1933 avec cette photo La fille des danseurs de Alvarez Bravo, mais on est depuis les années 10-20 avec des jeux de collage et de transformation qui fait que la photographie le cinéma sont liés. Et c'est pour ça que j'ai mis en 37 ce petit grand tableau de Guernica qu'on pourrait regarder comme un grand collage de photos, un découpage-collage qui est à la fois un assemblage de plein d'éléments et en même temps des lignes, des directions qui vont transformer la façon de composer. Voilà tous les éléments résumés de ce qui nous a amené à dire la photographie est un art, elle est réputée comme telle. L'avant-garde s'associe à la photographie, mais l'avant-garde, c'est la photographie, ou la photographie, c'est l'avant-garde. Et ce qui nous fait découvrir, avant de finir Kertész et Georges Bataille et Lilotard, découvrir, vous voyez les intitulés, Kertész, Ilse Bing, dont je parlais, Florence Henry, Brassailles, Germaine Krull. Pour découvrir ceci, je voulais faire un petit détour. Alors, je vais aller à toute vitesse, j'ai déjà fait. Et puis, il y en a vraiment beaucoup, 135, il faut aller vite. Montparnasse est devenu, dans les années 20, le remplaçant de Montmartre. Il y a une question de localisation. Il faut que vous voyiez une série de documentaires extraordinaires des années 1980 qui existent en DVD un tout petit peu. Il est sur l'INA aussi, on peut le consulter, qui s'appelle Les Heures chaudes de Montparnasse, où en plusieurs tomes, on entend témoigner tous les gens qui en ont fait partie, qui étaient dans ces lieux. Voilà, Kertész peut être le témoin alors qu'il est venu de Hongrie
le témoin de cette vie parisienne qui s'est déplacée pour des questions de tramway aussi, d'argent. Paris est la base idéale, la communauté artistique devient le matériau lui-même des photographies. Donc on va avoir des artistes photographes, qui vont s'approcher de l'abstraction, un pôle d'un côté, c'est-à-dire sortir la photographie de son rapport à la réalité, et un autre bloc qui va utiliser la vie quotidienne, et chez Brassailles par exemple, la vie alternative, les marginaux, pour regarder autrement le monde. Voilà, le petit détour, c'est de faire un peu de tourisme Montparnasse, le cimetière juste à côté, les cafés, faut toujours y boire des coups quand même. Petite crêpe Suzette à la coupole, c'est pas mauvais, il est en terrasse. Voilà, on est tout près de la rue Vavin, dans le carrefour Café du Dôme, euh, la ruche, la coupole, et puis Kiki qui va venir juste après. Voilà, on a des images encore photographiques de ces lieux qui sont devenus tout à fait autres aujourd'hui, hein, mais qui sont des lieux de rassemblement, de croisement, et surtout, 100 ans, il y a 100 ans, mais c'était pas nouveau, cette association bohème, c'est-à-dire un artiste, c'est un type fauché qui traîne dans les cafés parce qu'il n'a pas de quoi se chauffer de trop. Alors ça, remontons un petit peu, Lautrec, et remontons un petit peu encore Barbizon, les années 1830, c'est-à-dire c'est l'artiste romantique 1810. Tout un cursus, alors là j'en ai fait 130 vidéos, donc on peut suivre l'évolution de ce statut de l'artiste, mais ce qui paraît encore une petite image romantique et sur laquelle ces lieux vivent touristiquement assez bien, voilà, même s'il y a un bar américain, c'est cette conception que l'artiste est l'homme pauvre qui va se nourrir de ses rencontres, qui va chercher à vendre, qui va essayer d'attirer l'attention et qui va vivre la nuit, travailler l'après-midi. Il faut quand même travailler, hein, on peut pas que picoler. Et donc se retrouver dans des lieux d'accueil. Ici, on est à la cité Falguière qui a servi de ruche, dans lequel habitent tous ces gens étrangers. C'est pour ça que je passe vite. Là, ils sont peintres. Les Modigliani, c'est la cantine des artistes que va créer encore une étrangère venue là, Marie Vassiliev, qui va réunir Chagall, Modigliani, Léger, Picasso, Zadkine. La voilà peinte par Modigliani. Voilà le lieu qui a à peu près disparu. Cette cantine des artistes va accueillir Satie, Braque. C'est vraiment beaucoup de gens, hein. La ruche va permettre tout ce croisement-là aussi, un lieu de travail en fait pour ces artistes et quelques apaches, Fujita, des grandes fêtes, euh, une vie fantasmée, hein, comme on la retrouve au musée des années 30, comme on la retrouve au cinéma, comme on l'associe un peu vite au Paris mondain. Louise Brooks, la Kiki de Montparnasse internationale, mais on a notre Kiki qui est tout aussi intéressante. Euh, la représentation de ce moment de transformation où le rôle des femmes comme pôle d'attraction et de création est assez fort, hein, même s'il existe déjà avant. Voilà, Modigliani qui peint Juan Gris, Aragon qui était encore un Minet, comme le chante Perrac, Brassailles qui prend en photo tous ces lieux, et Man Ray, attiré par cette densité de vie, va se retrouver. Alors, ce qui est intéressant chez Man Ray, c'est qu'il est absolument incontournable pour deux raisons qui sont au cœur de ce que je vous raconte là. À la fois, il est prolifique, c'est-à-dire il produit énormément, et il a peur de rien techniquement. C'est-à-dire il est prêt à tout techniquement. Il va s'autoriser toutes les innovations. Et ça, c'est le premier élément que je mets en avant, c'est-à-dire il y a un foisonnement de gens, mais un foisonnement d'activités aussi, un foisonnement de croisements, de pratiques. C'est pour ça que dire l'art comme relation, c'est et si ce que je fais en peinture pouvait devenir de la photo, et si le jeu des matières qu'il y a dans le cubisme pourrait se retrouver comme matière même et travail de la matière sur des choses posées comme photogrammes. Ça, c'est la première chose qu'on retrouve chez Man Ray. Il a beau être un grand coucheur, passer son temps à boire des coups, c'est aussi un grand, grand travailleur.
Et puis la deuxième chose, puisqu'il va inventer solarisation, photo sans appareil, rayogramme, et donc jeu avec le grain, qui vont fabriquer un vocabulaire dont on a esquissé avec Moholy Nagy, qui est vraiment similaire. Mais la deuxième chose qui va être particulier à Man Ray et qui en fait vraiment un incontournable, indépendamment des images qu'il fabrique, c'est aussi il est au cœur de liens entre artistes très influents. C'est-à-dire, il est très ami avec Duchamp, et ils sont vraiment complices. Il est très ami avec Stiglitz, qui est donc de l'autre côté de l'eau, un lien, et avec Dali, par exemple. Ce qui fait qu'il va être toujours au cœur aussi de relations de pensée. Parce que si quelqu'un est plutôt un penseur qu'un artiste en un sens, c'est bien Duchamp et Picabia qu'il faudrait pas séparer. C'est-à-dire des gens qui sont aussi, vous voyez, la remarque sur Man Ray va bien à Duchamp, prolifique et techniquement prêt à tout. Alors Duchamp est plutôt paresseux, par contre il fera beaucoup d'essais, beaucoup de choses, et qui va se laisser le temps de travailler sur plusieurs années et reprendre. Et ça se retrouve, ce goût des relations qui est très fort chez Man Ray, dans le fait qu'il aura tout simplement, il va prendre en photo Hemingway, Joyce, Matisse, Gertrude Stein, mais il va surtout avoir comme élève ou assistant, excusez du peu, Lee Miller, Bill Brandt et Bérénice Abbott. Ce qui nous fait quand même un compte assez sérieux. Je passe les petits... Ah oui, je peux pas passer quand même, si. Est-ce que je passe? On va parler de Kiki un instant, là, voilà. Kisling, on en voit pas mal, si on veut voir ce peinture des années 20, Larionov, qui est un russe vraiment important. Radiguet, que Cocteau va faire connaître, Chagall, Marie Laurencin, qui peint André Salmon. Alors là, c'est plutôt 13 jours dans la vie de Picasso, le documentaire de Arte qui est à regarder. Goncharova, qui est avec Larionov, une femme d'importance, sur cette logique du collage qui serait autre que le collage cubiste un peu tristounet. Voilà, un collage très, très enjoué. Et cette influence d'Europe de l'Est, on la retrouve justement chez les Delaunay qui iront au Portugal. Voilà, Goncharova, Pasquin, et qu'on retrouve voilà, Radiguet par Modigliani. Il y a vraiment des croisements entre tout le monde. Derain, Modigliani qui dessine Max Jacob, cet artiste incroyable au destin. Enfin, faut lire la biographie, même sur Wikipédia de Max Jacob, c'est invraisemblable. Et puis Soutine et la force, j'allais finir de dire qu'on voit beaucoup de ses peintures au Musée d'Art moderne. On voit de plus en plus, voilà, Soutine par Modigliani. Rappelez-vous, Diego Rivera, dans ces années-là, sera à Paris et dira plus que du mal de tous ces surréalistes et sera peint par Modigliani aussi. Voilà, Soutine, qui est quand même un artiste, lui aussi, finalement difficile à, à catégoriser. Tous ces artistes ne viennent pas de France, voilà, tous. Et donc ont un rapport de mise en relation, c'est ça que je prends comme fil rouge à tirer. Je sens que la mise en relation, elle est technique et elle est humaine. Et puis, ces deux photos-là, elles me plaisent beaucoup parce que c'est déjà la copine de Picasso, déjà, elle s'appelle Pâquerette, c'est quand même... Et puis, elle a un bibi, quoique Kisling, il a quand même une coiffe que j'envie, qui est quand même pas mal, mais elle a un chapeau qui est extraordinaire. Et dans ces 13 journées dans la vie de Picasso, produit par Arte, qu'on trouve en DVD, c'est un prétexte à plusieurs journées dans sa vie, qui montre un Picasso d'une façon un peu plus intéressante que la géographie qu'on en trouve souvent. C'est un artiste qui va quand même, vu le contexte, bientôt être bien déconstruit, c'est le cas de le dire, parce que sur le rapport aux femmes et au pouvoir et à moi, il y a quand même du travail pour le voir un peu autrement, puis pour le voir, pour retirer ce qui est la légende qui masque le travail.
dans ces 13 journées, il y a ce rendez-vous de 1916 et un copain, vous aurez la surprise, qui a un appareil photo et qui fera de cette rencontre avec Salmon, avec Kissling, Modigliani, dans le café La Rotonde, une dizaine de clichés. On les retrouve, il y a 10 clichés, on les voit en train de faire les rigolos, en train de croiser d'autres gens. C'est vraiment extraordinaire ce que la photo nous montre à ce moment-là. Et pas seulement une photo, une série de photos qui montrent cette vie joyeuse, cette activité et ce jeu des relations qui est continuellement au cœur du travail. Voilà pour l'introduction. Et puis, ce que je déjà montrais et que je ne résiste pas à montrer, c'est tout simplement que Kiki de Montparnasse, qui est une femme vraiment incroyable, déjà très belle, et ça, évidemment, ça suffira plus à en faire un sujet d'intérêt. Elle est autodidacte, avec une vie pas croyable. Elle va bosser chez Félix Potin, elle fait des petits croquis, rien à voir avec l'art. Et le point commun avec Man Ray, avec qui elle aura une merveilleuse histoire d'amour triste, c'est là aussi, elle a peur de rien. Techniquement prête à tout. Voilà, mon premier Galurin, c'était un petit dessin, elle pose, et on va la retrouver modèle chez Gargalo, chez Corello, chez Fujita. Avec ce nu qui est extraordinaire à la toile de Jouy, qui mélange justement la douceur de la laque japonaise avec ce pubis qui complexait Kiki. D'ailleurs, c'est incroyable, faut le lire absolument. Ou alors, si vous ne lisez pas ses mémoires que j'ai montré là, le beau livre de Cattel qui a mis en bande dessinée la vie de Kiki de Montparnasse. C'est-à-dire cette idée que, faisant une petite provocation, est-ce que le modèle a quelque chose à dire à l'art? Non, c'est le modèle, il pose, il se tait. Est-ce que le modèle peut avoir influencé l'œuvre? Ça devient intéressant. Dans les poses, dans le maquillage, dans la coiffure, dans la façon, dans l'audace qu'elle peut avoir. Et puis Kiki, l'air de rien, elle vient de passer de chez un peintre à chez un photographe qui va s'en servir pour donner de l'illustration au peintre. Et puis une autre chose, Anne Savelli vient d'analyser ça dans un très beau livre sur Marilyn Monroe, sur le fait que peut-être que Marilyn Monroe, en étant modèle, par son maquillage, par sa coiffure, son charisme, serait aussi l'auteur des photos. Une façon de renverser le statut de modèle passif. Et sur le regard des femmes, c'est évidemment très intéressant. Puis il y a un dernier élément qui joue en faveur de Kiki, ben, c'est que comme elle connaît tous ces artistes et elle est pas farouche, ben, elle va les influencer ou faire passer Van Dongen, Corbellini, euh, Kisling. Elle va faire passer des informations entre les uns et les autres et puis faire un lien en fait qui fait que même en tant que modèle, Kiki devient euh, une influenceuse, si on peut le dire d'une façon d'aujourd'hui, qui est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, elle se retrouve la maîtresse de Man Ray, très amoureuse de lui. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est au cœur de la transformation du travail de Man Ray, c'est que le Man Ray qui arrive à Paris, j'ai fait connaissance d'un Américain qui fait de jolies photos, je vais poser pour lui. Il a un petit air mystérieux. Kiki ne me regarde pas comme ça, vous me trouble. Maintenant, il est mon amant. Et hop, c'est comme ça avec Kiki, ça va vite. Man Ray, je bavardais dans un café avec Marie Vassiliev. Voilà, de l'autre côté de la salle, deux jeunes femmes étaient assises. La plus jolie des deux fit un signe à Marie qui me dit que c'était Kiki, un modèle très demandé. Ils vont au cinéma. Man Ray ne s'intéresse guère au film. Je cherchais la main de Kiki dans le noir. Voilà. On voit des, des flirts de jeunes gens qui sont très mignons, qui ont un peu d'amour dans notre histoire de l'art. Mais la Kiki qui va influencer, la voici prise en photo au début de Man Ray. Et puis en 21, ils s'installent ensemble. Et puis ils transforment, voilà, ils ont des grands nez tous les deux. Alors ça fait des étincelles quand ils se frottent. Mais Kiki, elle a peur de rien. Et donc elle va, par son corps, euh, par son visage ou ses mains qui apparaissent là, ou par petits bouts dans les photogrammes de Man Ray, dans les champs délicieux, se retrouver comme modèle de solarisation, se retrouver comme modèle
de transformation. Vous voyez là, c'est une photo de Kiki. C'est d'ailleurs une ancienne photo que Man Ray réutilise. Et sur des photos, elle a l'air, toujours par Man Ray, tout ce que je vous montre là est de Man Ray, finalement un peu sage. On a des choses un peu classiques, mais par sa coiffure elle-même, influence l'ensemble jusqu'à l'aider, l'inspirer à produire un petit chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qui est complexe parce que c'est un peu un cliché. Voilà, la femme belle, la forme des hanches. Et c'est pas ça qui est intéressant. C'est à la fois le cadrage qui est pas très centré et à la fois les ouïes ont été peints sur la photo. Ils n'ont pas été collés sur le dos de Kiki. C'est-à-dire qu'on a la photographie qui devient un objet. Kiki est prise en photo, éclairée, elle s'est habillée, elle a ses boucles d'oreilles, un tissu qu'elle laisse, elle pose pour Man Ray. Il fait une photo, mais c'est après, en réinvestissant, si je prends un terme contemporain, l'image, qu'il va se passer quelque chose. La Kiki va être énormément utilisée par Man Ray comme source d'inspiration, comme jeu, et le fait qu'il soit amant et qu'elle soit joueuse elle-même, ben on le voit en fait dans les images. Et on voit que de ces images qui sont presque classiques au début, elle est encore modèle illustratif, en fait, narratif. Et elle va jouer à amener Man Ray vers plus d'abstraction, plus de simplicité, avec cette image euh, noire et blanche de 1926, qui est un peu incroyable d'ailleurs. Incroyable de simplicité, d'intérêt pour l'autre, encore une fois, et on peut peut-être le regarder de cette façon-là, puisque là aussi, on est en train de revoir comment on regardait les autres avec toute cette époque, tout ce 19e siècle colonial, comment la sculpture qui est utilisée là ne reste qu'une forme, en fait, et donc elle est prise comme quelque chose, comme un objet de fascination, sans plus de précision, mais il y a, on peut quand même le dire encore, un appétit de faire autrement qui s'appuie sur cet autre. Et avec des artistes, vu leurs origines, qui souvent, hein, pas sûr, parce que on copie aussi un modèle de pensée ambiant, ben, sont capables de voir autrement cet autre. Et de justement, en commençant à le faire entrer dans les images, à lui donner une place. Voilà, Kiki de la suite, c'est aussi Kiki qui va aider Man Ray à aller vraiment vers l'abstraction et le surréalisme. Une Kiki qui, une fois séparée, alors il se sépare vraiment bêtement, alors hein, c'est trop triste. On le voit dans ses souvenirs, va devenir vraiment tenancière de bar, alcoolo, et avec de grandes difficultés. Voilà, il suffit de voir un petit bout de ce film de l'Étoile de mer. Filmé à travers une vitre. C'est pour ça que c'est flou. Et vous avez reconnu le regard de Kiki dès le début. Et cet art de la nature morte qu'on va retrouver tout de suite. Un mélange de tout le monde. Voilà cette part de l'autre que j'ai voulu décrire. Tous ces gens qui viennent d'ailleurs et qui, pour certains même, il ne faut pas cacher la suite, dans les années 30, bien qu'étrangers, n'aimeront pas les étrangers. C'est un sujet que je ne peux évidemment pas traiter en 2 secondes. Mais cette expo des arts décoratifs des années 20, ce sera aussi l'expo coloniale des années 30. Euh, Et sur cette jeune peinture d'André Varnaud, aussi des artistes qui seront récupérés en tant qu'école de Paris, école française, et pas forcément pour tout le monde. C'est pas. Je simplifie pour faire comprendre. J'essaye de ne pas être simpliste. Ces années 20 de Paris et ces années 30 sont plus complexes que cet amour, hélas, de l'autre qui arrive et qui se mêle.
C'est déjà pas mal. Alors, on a mon axe de travail, finalement. C'est voilà, Kiki, prise en photo par Kertész. On est en 27. Et dans les artistes que je voudrais faire découvrir, tous ces goûts de relations, j'ai dit qu'il y avait deux pôles, celui du document et celui de l'abstraction, si je dis ça de cette façon-là. Ce qui nous permettra de ne pas tout à fait d'effleurer. Le surréalisme commencerait en 24 et puis explose en 27. Et ben, je vais faire exprès de m'arrêter avant. Ça serait trop gros. Mais ce pourquoi je soulève la question, c'est que il y a cette tension dans le surréalisme à propos de la peinture, qui est un grand sujet complexe, entre le document témoignage neutre, venant des sciences, venant de la médecine, venant de la radiographie, du document technique, réinvesti par un regard différent, et à l'autre pôle, un regard sur la réalité vraiment tel que, mais qui, par le regard lui-même, va changer, va être chargé d'un sens différent, par le jeu, par exemple. On va le voir avec les photographies extraordinaires de André Boiffard. J'ai enfin voulu montrer les artistes qui étaient un peu moins connus que justement les surréalistes. Alors le petit tour des 7 ou 8 photographes est parti pour dire, vous l'avez compris, ce Paris des années 20 rassemble tous ces gens-là sur des pratiques assez différentes. Voilà, ça nous fait déjà cette découverte. Je voudrais aller jusqu'au bout de cette logique-là, c'est-à-dire qu'est-ce que la photo montre maintenant qu'elle est au cœur en tant que témoin, document ou outil de travail, d'analyse. Qu'est-ce qu'elle montre en fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait découvrir autrement? C'est-à-dire dans la photographie de Kertész, quand il s'agit juste de prendre en photo des mannequins, des petites poupées, eh bien déjà le fait que le mannequin femme soit torse nu et qu'un petit collier, c'est déjà ça fait une vraie nudité. Et puis on peut pas le manquer, hein, le fil qui vient sur la pointe du sein et se reporter en ombre sur la gorge accentue ces volumes. Et puis c'est surtout la lumière que Kertész a bien contrôlée. C'est déjà une sorte de sensualité dans un objet, c'était voilà, une façon de réinvestir de la réalité. C'est le pôle qui m'intéresse dans tous les artistes qu'on va voir. Ils viennent tous d'ailleurs, ils se confrontent tous à Paris, souvent à Man Ray, mais aussi ce que j'ai listé au début, expositions, catalogues, revues, journaux, euh, voilà, et commentaires aussi. Et donc, il y a une sorte d'accélérateur que Paris représente, mais en plus, ce réseau de gens, de techniques, de façons de montrer, va être aussi l'occasion de questionner hein, la façon de regarder. Et ce que fait Kertész là est intéressant, c'est le personnage qui est derrière, en fait. C'est aussi lui, chemise, costume, chandail, pluvieux, derrière. Il y a vraiment un truc un peu malsain qui apporte à la photographie énormément. Elle n'aurait pas ce trouble s'il n'y avait pas cette espèce de type bizarre. Pourquoi il est derrière? Si c'était des humains, on verrait bien qu'il y a un problème. Et ce ne sont pas des humains. C'est-à-dire que la marionnette, qui est pas du tout censée suggérer quelque chose comme ça, apporte sur un autre terrain autre chose. Kertész, j'ai fait une vidéo qu'on peut retrouver quand j'ai fait cette quotidienne de 1800 à 1990. J'ai fait une vidéo qui doit s'appeler Kertész est un génie. Donc il y a vraiment une petite heure à regarder, donc on va passer vite. On comprend que Kertész va se sentir assez proche des surréalistes. Hein. On va exposer son travail puisqu'il s'intéresse à Paris, au cirque, aux attractions, au marché, aux brocantes, hein, et à tout ce qui est autour de lui. Mais dès 27, il va avoir une exposition de ses travaux qu'il fait davantage connaître et qui fait que petit à petit, il ne s'agira pas seulement de retrouver au Café du Dôme les amis hongrois dont on va parler dans 2 secondes, mais aussi de montrer son travail un peu partout. C'est plus le Dôme et la communauté hongroise, c'est l'ouverture vers autre chose. Une façon d'isoler les objets. Et c'est à cette photo que je faisais référence parce que c'est une petite merveille. Qu'est-ce qui est assez génial là-dedans?
Alors, on est en 26, ça s'appelle La danseuse satirique. Alors, on pourrait le raconter comme une petite histoire mignonne. C'est un petit tirage. Il est ami avec le sculpteur hongrois, je vais l'écorcher, István Beóti, qui a fait la sculpture qui est là. Pas de bras, pas de jambes et un bout de tête seulement. Première bizarrerie, il y a de l'autre côté de l'image une photo d'une sculpture. Et on le voit pas trop, mais sur le haut, une petite affiche. Pas très important là, mais l'ensemble de la composition est très noir et blanc, même si le tirage que j'ai choisi est quand même assez saturé, et fabrique une espèce de triangle vers le bas, sculpture, danseuse, photo, qui fait une sorte de triangle inversé avec cette espèce de posture qu'a la modèle Magda Fostner, qui est danseuse de cabaret, qui est actrice hongroise aussi. Ils se rencontrent souvent dans ces cafés, et puis il leur propose de faire une séance dans ce canapé en lui disant tu pourrais imiter la posture de la sculpture. Et puis il le dit lui-même dans un commentaire, parce que le cliché est vraiment très très fameux, ce cliché de 26, il dit j'ai fait quelque chose, il leur dit fais quelque chose dans l'esprit de ce coin d'atelier. Et elle fait un mouvement et il dit j'ai pris que deux clichés, les gens qui bougent sont merveilleux à photographier, il faut saisir le moment où elle devient quelque chose d'autre, où quelque chose devient quelque chose d'autre. Alors, si on essaye de décortiquer pourquoi c'est amusant, c'est à la fois amusant parce qu'on voit le visage, elle a l'air d'avoir du plaisir à poser, ils sont en train de s'amuser en fait. De dire, bah, tiens, tu n'as qu'à prendre la posture de cette sculpture, ce qui permet que l'ami Beotti soit dans l'image elle-même. Et puis, ce contraste de cette dame qui a l'air complètement désarticulée, avec les bras qui se soulèvent, elle fait presque comme une forme, comme une svastika, vous voyez, comme une forme d'étoile à branches cassées, qui est une forme très mobile et qui ici a l'air de tomber, puisque le cadrage, il est aussi accentué par la prise de vue, qui arrondit les murs. Et puis, ce qui est assez merveilleux, c'est ça les deux choses qui s'ajoutent, c'est que de cette bizarrerie de la sculpture, de la photo, de la posture, de cette bizarrerie du cadrage, puisqu'on est très au-dessus et que l'ensemble est déformé, eh bien, à ça s'ajoute quelque chose qui est pas tant que ça du hasard, c'est que les morceaux blancs du modèle sont exactement les morceaux blancs qui manquent à la sculpture. Visage, bras, jambes. Et finalement, sans le savoir, quelque chose s'est mis à l'intérieur de l'image, en fait. Quelque chose qui n'est peut-être même pas dans l'esprit de celui qui a pris la photo, euh, puisque celui qui a pris la photo, toute sa vie d'ailleurs, Kertész va plutôt faire des choses formelles, en fait. Pas forcément des photographies de réalité sociale, beaucoup moins que Brassailles, plutôt une observation de forme et de cadrage de l'ensemble. Euh, c'est ça qui va passer pour moderne, hein, ce jeu de cadrage, de décadrage, d'ouverture, hein, qui va donner à Kertész ce statut vraiment à part, et puis cette carrière qui est immense, hein, des années 20 jusqu'aux années 80, puisqu'il meurt en 85. Et puis il sera vraiment, il y a des photos de lui au MoMA à sa mort, quoi. C'est vraiment le grand photographe de cette période-là. Ce qui m'intéresse, c'est que de cette recherche formelle, de cette recherche de jeu, d'amusement, ben en fait, c'est le critique qui finalement voit le rapport qu'il y aurait entre le modèle et la sculpture. D'ailleurs, c'est le commentaire de celui qui vient après qui va commencer à donner une sorte d'épaisseur supplémentaire à la photographie en exagérant qu'elle n'avait pas. J'exagère beaucoup, hein, mais le commentaire de Kertész ne donne pas l'impression qu'il y ait une espèce de jeu surréaliste plus loin que celui de jouer, jusqu'à voir des morceaux qui se découpent et qui pourraient se rabioter sur la sculpture. Ça, c'est le critique qui le voit, c'est celui qui commente. Et ça, c'est ce qui fait que la photographie devient un art à part entière. C'est-à-dire que l'image ne vaut plus pour elle-même juste ses amis au dôme, mais d'être quelque chose qu'on va pouvoir analyser. Voir que
le photographe va s'amuser à donner, à analyser en mettant du mystère, de la prise de vue par l'instant incroyablement puissant, par le fait d'intégrer des éléments à lire, à découvrir, voire par le gros plan. Tout un tas d'éléments formels qui sont très puissants euh, et propres à la photographie, dont on a déroulé pas mal, le flou, l'instantanéité, le gros plan, le cadrage, l'isolement aussi des éléments. Et puis le hors-champ, qui fait que comme on est devant la réalité, voilà, s'il est coupé, il y a un monsieur derrière cette jambe et ses bras, et un visage. Si je le dessine, c'est pas sûr. Le dessin n'a pas cette puissance de hors-champ qu'il y a dans le cinéma et dans la photographie. Voilà, et puis Kertész, sur des choses plus simples, se rapprochera de Brassailles par cette ambiance d'un Paris moderne depuis 1850-80, qui s'est modernisé, qu'on a vu moderniser. Et qui donne une ambiance du polar qui s'est développé et que le surréalisme va réexploiter. Je me dépêche d'accélérer. On verra les nus de Kertész qui sont très importants. Ilse Bing, j'avance alors, ça y est, je tarde. Euh, elle naît à Francfort, elle a un Leica en 29 et elle va assez rapidement se confronter à beaucoup d'artistes alentours, euh, en Allemagne puis en France quand elle vient, et un jeu qu'on retrouve beaucoup du passé en fait de Paris qui est plus propice à ce jeu du temps qui passe qu'il y a dans l'image. Un autoportrait d'Ilse qui va jouer avec cet effet de cadrage, vous voyez, tension entre la construction géométrique, l'abstraction et le document, le simple document qui montre l'ensemble. Elle va jouer avec le graphisme, jouer avec les premiers plans d'une façon qui fait penser, bon enchaînement, à Florence Henry, qui, j'en ai isolé un petit morceau d'un article. Elle est, comme son nom ne l'indique pas, allemande, et pendant la Première Guerre, elle va avoir du mal à rester en France, là où elle veut être. Elle va épouser un Suisse et donc pouvoir rentrer en France. Elle aura croisé aussi le chemin de beaucoup de créateurs. Le petit article au moment de cette expo en 2015 sur Florence Henry, un article sur Internet de France Info, euh, qui reprécisait qu'est-ce qui faisait qu'elle avait cette audace formelle. Elle va beaucoup s'intéresser aux natures mortes, aux objets, jusqu'à en faire des choses vraiment très abstraites, mais aussi à l'autoportrait. Elle va beaucoup jouer à se mettre en scène. Alors, non, c'est pas le bon mot. Elle se met pas en scène parce que elle n'est pas active dans l'image. Elle a l'air presque d'un objet aussi. Je dis mettre en scène parce que le génie qui suivra s'appelle Claude Cahun et il faudrait que je parle de ce qui est autour du surréalisme. Par contre, j'ai fait aussi une vidéo sur Claude Cahun. Voilà, ce que l'article disait, c'est que finalement, et ça reprend bien tout mon propos, la liberté de Florence Henry vient sans doute d'une enfance mouvementée, née à New York d'un père français et d'une mère allemande. Elle perd sa mère, elle part vivre dans la famille maternelle, puis elle est à Paris où elle apprend la musique, elle étudie le piano. Et puis, elle perd son père, elle vit à Rome, elle rencontre des musiciens, elle fait du piano, elle donne des concerts. Et puis, elle va à Berlin, elle fréquente des musiciens d'avant-garde. Et puis, elle veut plus faire de peinture, elle veut faire de musique, elle fait de la peinture figurative. Puis, ça devient abstrait, elle rencontre Art, Moll, Inaghi, dont on a parlé. Elle va au Bauhaus, qui a une importance énorme pour elle, et notamment avec Moll, Inaghi et sa femme, qu'on sous-estime hein, en parlant toujours de Gropius, Van der Rohe, Kandinsky, il y a vraiment un rôle important de passage. Et puis, puisque je fais une esthétique, une histoire de l'art des relations, ce sont les passeurs qui nous intéressent. Elle s'installe à Paris, elle travaille avec Fernand Léger aux enfants, le cousin de Le Corbusier. Elle expose et elle faisait déjà du piano à la photo, à la peinture
elle arrêtera la photo qu'il avait rendue célèbre pour se remettre à la peinture. Et dans les années 70-80, on ira la rechercher dans l'Oise où elle vivait, près de Compiègne, pour lui proposer d'exposer ses photos. Elle sera très étonnée qu'on y revienne. Voilà, elle est un bon exemple de ce système de relations continues qui impulse en fait le travail de cette avant-garde à Paris, il me semble particulièrement. Ce lieu de carrefour fait que quelque chose se joue entre tous ces gens et tous ces matériaux. Alors j'oserais une remarque de prof de peinture. C'est très casse-gueule les miroirs en photo. J'oserais parce qu'à la fois elle est parmi les premières à l'utiliser, mais voilà le jeu de l'image dans l'image, de mon reflet qui joue avec mon reflet, c'est très cliché, hein, c'est très complexe de faire ça et la recherche formelle, la composition que ça suppose avec le hors-champ qui s'invite dedans justement, puis le reflet, le dédoublement, les brisures de lignes que supposent tous les miroirs fait que, entre guillemets, le cliché, c'est que ça fait une photo rythmée, intéressante, mais un peu déjà beaucoup vue. Voilà, ce qui est intéressant dans ce que fait Florence Henry, c'est qu'il y a toujours une géométrie très puissante, même quand elle revient à des modèles. Euh, Même quand elle prend en photo Delaunay devant une de ses peintures, vous voyez, elle s'intéresse au grain de la peinture de Delaunay en choisissant ce qui est tout à fait audacieux, de ne pas faire de couleur. On est en 35, alors que s'il y a bien quelqu'un qui fait de la couleur, c'est les deux Delaunay. Et ce jeu formel va se retrouver au cœur de ce qu'elle fait quand elle utilise les miroirs et quand elle photographie les objets. Et quand elle se photographie elle-même, je me suis repris en disant qu'elle n'était pas en train de se mettre en scène. Sans doute que ça ajoute quelque chose à son travail, qu'elle soit en reflet, mais entre guillemets neutre, en train de jouer, mais pas de jouer avec le spectateur. Pas de l'interpeller, si vous permettez que je fasse cette nuance. Encore une femme artiste après Bing et Henry, Germaine Krull, dont j'ai pas mal parlé, amie de Cocteau, le l'homme à la mode des années 20, comment courir plus vite que la renommée. Ben, il suffit pas d'être brillant, d'être intelligent, surtout diablement intelligent, et d'être capable de piquer des idées partout, de se laisser influencer, de savoir rencontrer tous les gens qu'il faut, y compris quand on se fait mal voir, puisque le poète cinéaste qui aurait dû être battu par la nouvelle vague, hein, c'est quand même toute cette quincaillerie de Cocteau et tous ces reflets doivent être détestés par Resnais, Godard, et c'est quand même Truffaut qui financera un des derniers films de Cocteau. C'est un homme qui fait de la relation son art. Et ce que Germaine Krull a de génial sur ces clichés au moment où Cocteau est déjà connu, c'est de voir la puissance des mains de Cocteau et d'être capable d'aller vers cette abstraction qui petit à petit laisse la réalité jusqu'à ne garder de Cocteau que ses mains. Germaine Krull va devenir vraiment très célèbre. Elle publiera, je l'ai dit, ce livre important en 1929. Un jeu de contraste, un jeu de plongée. Elle est là dès 1926 et elle va rencontrer Élie Lothar, Delaunay, Gide, Cocteau. Elle touche à tout, hein, à la mode, au portrait, au nu féminin, à des montages, à de la photographie de rue. Mais ce qui est déterminant, c'est ce livre Métal qu'elle publie avec un portfolio. Euh, c'est la plus importante photographe de Paris en 28. Notamment, je l'ai expliqué un peu, mais voilà, un livre de photos. Et avec une façon de réfléchir à l'histoire de l'art, la photo, je le dis de façon stimulante, hein, plutôt que provocatrice, c'est pas fait pour être exposé en galerie, c'est fait pour être dans les livres, pour être
dans les magazines. Alors, reprenons, puisqu'on parle depuis un lieu d'exposition de photos. Ça peut être acheté, ça peut être collectionné, ça peut être accroché chez soi. Et il faut le voir en vrai, hein, la dimension, la qualité de tirage, tout ça joue. Mais ça peut être aussi pensé comme un support de narration avec des pages qui se succèdent les unes les autres. Voilà, ce Marseille de Krull aura une importance immense, qui me fait à chaque fois voir ces photos en pensant à propos de Nice de Vigo. J'attends, peut-être qu'il existe et je ne le connais pas, un livre qui comparerait le travail de Krull et de Vigo, qui est un cinéaste génial. Il a fait 3 films, mais génial. Passons à Brassailles, qui est le plus connu, alors j'irai plus vite. Un intérêt pour les graffitis, pour le presque rien. Un intérêt pour la vie de tous les jours, parce que la môme bijou au bar de la Lune à Montmartre, je pense qu'elle a des trucs à raconter, hein, et l'image, la captation de gens qui sont pas vus, peut montrer, peut regarder, amènera, et ça sera très important pour Brassailles, puisque Miller va même l'appeler l'œil de Paris, mais je trouve qu'il faut le sortir du cliché, comme on pourrait le mettre avec Doisneau, Isis, mais il s'agit pas seulement de regarder le Paris populaire. Je crois pas que ce soit ça seulement ce que fait Brassailles. C'est c'est d'utiliser ce que le visage de ces gens raconte pour nourrir la photographie. Et donc, il est pas tout à fait que dans l'anecdote euh, comique, coquine de Doisneau, il me semble. Il n'est pas tout à fait dans ça. Quand il s'intéresse au graffiti, il est dans quelque chose qui passionnera du buffet et l'art brut. Quand il s'intéresse aux clients et à la prostituée, il y a quelque chose de brutal. Et même dans toute cette série, puisque le livre qui sortira aura un succès énorme, hein, Paris de nuit 1933, mais il le refera plus tard parce que ça lui plaira pas les textes, la valorisation justement de cette espèce de Paris canaille qui serait un témoignage cliché, qui fait l'intérêt de beaucoup d'entre vous, mais qui, il me semble, n'est pas l'intérêt premier. Euh, C'est-à-dire que je vais le dire d'une façon concrète puisque je suis en train de critiquer vos goûts et que vous pourriez dire pour qui il se prend celui-là. J'essaye d'être précis. C'est pas du tout chacun, tous les mauvais goûts sont dans la nature. Toute photo est un témoignage historique. Toute. Donc il n'y a pas de plus-value à être le photographe qui fait ça, qui garde ça. Il suffisait d'être là, vous allez me dire. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais il suffit pas seulement d'être là pour que l'image ne soit qu'un document, pour qu'elle soit que le témoignage. Il faut le cadrage, il faut oser déclencher aussi, il faut avoir l'audace de s'approcher. Et puis peut-être quelquefois sortir de ce que les gens que vous prenez en photo vous envoient, tellement ce qu'ils font, ce qu'ils sont est puissant. Comment c'est bien l'enjeu de la photographie qui fait d'elle un art à part entière et très différent de la peinture et en un sens un peu différent du cinéma. Quelle est la bonne distance pour regarder le modèle? Est-ce que si je suis trop près, je vais le gêner? Est-ce que si je suis trop loin, je ferai pas comprendre ce qu'il y a à voir? Voilà. On est dans un bar au Monocle en 32. Et puis on pourrait dire que c'est juste un couple avec un repas à boire et des cigarettes. Et puis une jeune femme mince et un partenaire corpulent. Mais ce qui fait quelque chose, puisque Brassailles ne fait pas qu'être ami avec les marginaux, c'est de découvrir que ce sont deux femmes et que le Monocle, c'est un bar lesbien. Alors, c'est pas seulement le témoignage d'une vie autre qu'on ne voit pas, même quand on est de Paris en 32. C'est cette ambiguïté-là dans l'image
qui va petit à petit faire découvrir autre chose, faire réfléchir autrement et voir autrement. Et il y a un grand mot à sortir qui va être la grande question du surréalisme et qui pourra nous occuper quand on s'occupera de faire les 20 prochains épisodes, la beauté. C'est-à-dire de montrer que c'est beau ça. Ce couple qui s'aime, ces gens, ces fringues. Voilà, il y a un truc qui est beau. Et l'air de rien, depuis 20 ans, la beauté, elle avait été un peu sortie de l'espace de l'art et de l'avant-garde. Les futuristes, les cubistes, l'abstraction, la beauté, c'était plus leur question. Est-ce qu'elle est en train de se réfugier dans la photographie? Est-ce qu'elle est en train de revenir par la fenêtre? Ou est-ce que la photographie s'accroche à elle dans son processus d'artification, c'est-à-dire à vouloir être reconnue comme telle, comme un art? Est-ce que c'est ça qui fait qu'elle est en train de questionner ça? Voilà une sacrée bonne question. Je la laisse à la bande du grand Albert de 31. Ce qui est génial, c'est pas que ce soit des mauvais garçons, c'est qu'on voit pas ce qu'ils voient. Et soit va y avoir de la baston, soit ils sont en train de l'observer. Voilà, il y a quelque chose qui se raconte dans l'image qui est assez fort chez Brassailles et qui fait penser à cette image merveilleuse du Montparnasse 19 avec Ventura et Gérard Philippe sur la vie de Modigliani. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est une petite merveille. Je conclus, parce que je commence à m'approcher de la fin. Élie Lothar, pas assez connu. Pas assez connu, parce que là, on a affaire à quelqu'un qui est extraordinaire. Il est roumain. Ces gens-là naissent autour de 1900 et meurent dans les années 70-80. Ils sont assez proches de nous. Hein. Élie Lothar va faire une série d'images, pour les végétariens c'est un peu choquant, sur les bouchers des halles de Paris. Et puis il fait cette photo extraordinaire, à la fois des gens qui travaillent et donc un regard autrement sur leur travail, mais surtout voilà des séries de gros plans qui sont très dérangeantes, qui vont beaucoup plaire à Georges Bataille ou aux surréalistes. Et cette image incroyable de chez Pichard, qui doit être un équarrisseur ou un boucher, et donc de ces pattes d'animaux rangées comme des bottines devant un palier. Le clair des bottines sur ce fond foncé, avec un avant-plan en oblique, avec une torsion qui fait qu'on entre dedans, qui se retrouve un peu sur l'arrière. Voilà, il s'agit pas seulement. Cette image est surréaliste ou étonnante déjà. Elle l'est déjà et presque repoussante dans ça. On se rend pas compte de ce que c'est. Et la matière de l'image, la matière de l'objet pris en photo compte autant que la matière de l'image. Mais là, ce qui est fort dans ce que fait Lothar, c'est que on ne sait pas trop ce qu'il y a à regarder, on ne sait pas trop s'il faut regarder. Voilà la question qui est posée par nos années 20. Qu'est-ce que c'est que regarder? Qu'est-ce que c'est que et pas seulement par l'effet comique en un sens d'une poupée et qui est pas comique longtemps. Hein. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on doit regarder ça? Est-ce que je suis obligé de regarder ça? Lothar va prendre des photos de rue, il s'est engagé très très fortement politiquement. Il va suivre les réunions en Espagne dans les années 30, en France aussi. Mais même quand il regarde le monde, il y a quelque chose de décalage. Il va participer par des collages et des montages au mouvement surréaliste, même si on le dit suiveur du surréalisme. Le surréalisme est un mouvement qui vient jusqu'à aujourd'hui, puisque M. Jodorowsky, notre maître à tous, est toujours là. Il va être aussi ami de Giacometti, voilà encore un homme proche du surréalisme et qui s'en éloigne, capable de regarder le petit et de s'intéresser à tous ces matériaux. J'aime beaucoup ce portrait parce que c'en est un très fort, alors qu'il n'est pas très cadré. Chez Élie Lothar, il y a un art de regarder le monde qui est autour de nous qui est merveilleux. Et même quand il s'approche de Germaine Krull et que les nus apparaissent, il y a quelque chose dans la façon d'isoler l'ensemble qui fait penser, je parlais de films, je pense à Tourneur et à Franju,
qui sont ce qu'on appelait à l'époque l'épouvante, mais qui fait bien plus flipper que des films d'horreur. Voilà, comment un objet de la vie de tous les jours, comment la façon de l'isoler peuvent suffire à changer le regard sur eux. Comment l'ensemble de ce qui est autour de nous, toujours Élie Lothar, peut suffire à nous transformer. Voilà, l'édition de Brassailles, écrite par Paul Morand, avec, vous voyez, le principe d'un carnet presque. J'en ai presque fini. Il me reste à dire deux choses. Ah oui, je devais faire la conclusion il y a longtemps. Il me faut vous révéler un autre pur génie et un petit chef-d'œuvre. André Boiffard, qui fait des images qui secouent pas mal. Un photomaton ici, et puis premier élément qui suffirait à le faire entrer dans l'histoire de l'art, la très belle et très inutile Porte Saint-Denis qui prend en photo le plus bêtement possible et qui se retrouvera. Il était étudiant en médecine, il a rencontré André Breton, il est assistant de Man Ray, encore un. 9 photos de lui, dont celle-ci, c'est pour ça qu'elle est inutile, elles seront introduites dans Nadja de André Breton. Introduites avec, il faut pas prononcer le mot, elles sont pas là pour illustrer, non, rien à voir avec l'histoire. Et c'est ça l'intérêt. Elles seront même pas signées. Boiffard va être aussi celui, là aussi, ami de Giacometti, très fan de masques et très capable de détourner le portrait dans ce qu'il devrait être. Voilà une photo extraordinaire de Giacometti et de ses mains. Et par cette capacité à isoler des éléments, Boiffard est le roi de la photographie bien malsaine, bien surréaliste dans ce qu'elle peut avoir d'intéressant, il me semble. Hein. Quand le surréaliste devient un peu marrant, mignon, il oublie de venir nous chercher à l'endroit où on n'a pas envie de regarder, justement. Ce gros orteil fait plutôt peur qu'autre chose. Et encore, je ne vous le projette pas en géant dans le noir. Et puis des images qui, justement, par le mélange un peu bizarre, vous avez de drôles de pieds. Et puis c'est un peu bizarre de croiser les pieds comme ça. Voilà, une image qui rajoute quelque chose qui fait que il n'y a pas de légende, il n'y a pas quelque chose à découvrir ou à comprendre, mais il y a quelque chose à prendre dans la tête d'abord, puis avec un mouvement de recul, à se demander ce qui s'est passé. Chez Boiffard, il y a toujours ça. Des éléments en très gros plan, des éléments isolés par la lumière, des éléments décortiqués. Ici, il travaille avec Jean Painlevé, qui est un scientifique qui va faire énormément de films scientifiques sur les animaux, les tout petits animaux, notamment des petits chefs-d'œuvre sur les hippocampes, qui va beaucoup fasciner les surréalistes. Et Bataille, voilà. Ce que Boiffard va faire d'abord avec Éluard et Vitrac, ce petit cartel vient d'une exposition. Allez au sous-sol du Centre Pompidou, il y a toujours des expos de photos gratuites, passionnantes. Voilà, il est dès le premier numéro de la Révolution surréaliste. Il va faire des images, mais la citation m'intéresse. Toute découverte changeant la nature, la destination d'un objet est un fait surréaliste. Et donc la photo est au cœur de ça. N'importe quel objet, on va le dire autrement, avec nos mots, peut devenir surréaliste. Ça dépend comment on le regarde, ça dépend comment on le montre. Capacité d'isolement, gros plan, flou, voilà. Ça, c'est ce qui fait que la photographie est au cœur est l'outil moderne absolu. Et le collage, une façon de déconstruire, démonter l'image peinte. Le nu devient autre chose chez Boiffard, et je le rapproche de Bataille parce que il y a tout un travail sur ce qu'est le regard, en fait, chez Bataille, sur qu'est-ce que c'est que regarder, puisqu'il va faire une histoire de l'œil qui est un peu... c'est assez dérangeant, hein, le travail de Bataille est tout à fait passionnant. Chez Boiffard, une façon d'utiliser les outils sadomaso pour en faire des images complètement étonnantes, floues, et voir dans leur façon de les isoler, à la fois pornographique, c'est une bouche, hein, c'est un orifice, et je fais pas le dégoûter, hein, je veux dire, ce qui est curieux, c'est de l'avoir sous le nez, en fait, c'est d'être choqué par ça. Il y a chez Boiffard une capacité, il fera pas tant que ça d'images sadomaso, parce que ça pourrait presque être une façon un peu facile. Tarantino s'en privera pas dans Pulp Fiction hein, de faire peur. Il se laisse pas aller à cette petite facilité. Et puis le chef-d'œuvre qui pourrait me servir à conclure,
je reviens une énième fois à ce Denis Roche et le boîtier de mélancolie, puisqu'il commente cette photo. Et il dit quelque part, je suis tombé sur la photo de Boifard, et puis j'ai été fasciné parce qu'il revenait du Sri Lanka et des Bouddhas qu'il avait vus. Et il dit, l'homme de Boifard est couché sur le côté droit dans la même impression de confort. Et comme Denis Roche écrit merveilleusement, je me cache derrière ces mots pour commenter cette photo. Le rapprochement se fait naturellement dans la temporalité, puisque le premier fait penser lourdement à la mort, et le deuxième a quelque chose de plus léger, d'immortel à un temps sans fin. Ce qu'il y a dans cette photo qui intéresse Denis Roche. Alors, un élément par bataille, justement, de 29 dans sa revue Document, qu'il cite. Comme par son attitude physique, l'espèce humaine, dit Bataille, s'éloigne autant qu'elle le peut de la boue terrestre. Mais que d'autre part, un rire spasmodique porte sa joie à son comble chaque fois que son élan le plus pur aboutit à faire étaler dans la boue sa propre arrogance. Alors c'est là la formule qui est belle. On conçoit, dit Bataille, qu'un orteil, toujours plus ou moins taré et humiliant, soit analogue psychologiquement à la chute brutale d'un homme, ce qui revient à dire à la mort. Alors déjà, on peut sourire au lieu de prendre les choses à la gravité, parce que c'est pas trop drôle, mais voilà, l'orteil toujours plus ou moins humiliant ou taré, on a toujours un peu honte de ses pieds. Hein. C'est pas ça qu'on va prendre en photo ou à montrer, pas le dessous de ses pieds. Et ce qu'il dit là avec des grands mots, c'est qu'il y a quelque chose de la fin, en fait, de l'extrémité, mais aussi de la terminaison. Il y a un objet mort qu'on regarde pas trop. Et puis, Denis Roche rajoute quelque chose de merveilleux. Il dit que dit Bataille du gros orteil est extensible au pied entier, particulièrement s'il est vu par-dessous. La photo de Boifard en rajoute car elle porte très bien l'insistance funèbre qui associe la semelle de la chaussure éreintée par l'usure et la plante desséchée d'un pied humain comme tronçonnée au-dessus de la cheville. Et on voit qu'il a regardé l'image. La coupure de l'image est au bord de la cheville. Allons un peu plus loin, dit Denis Roche, comme pour prendre du champ et nous éloigner à reculons du malaise entrevu. Le mot convient à l'ensemble des images de Boifard. Le temps de compter jusqu'à 3. Et là, je vais rien dire parce que c'est écrit redoutablement bien. Le temps de compter jusqu'à 3. D'abord, il y a la peau desséchée de l'homme. Ensuite, le cuir usé de l'animal. Enfin, le rotin végétal de la chaise. Et je ne suis pas sûr que la part du rotin ait été secondaire dans l'esprit du photographe. Alors, on pourrait conclure sur des belles choses comme ça. Moi, j'ai une conclusion très simple. Prenons des revues des années 30. La date est en haut. Et voyons à quel point ces recherches surréalistes ont nourri le monde de la mode et des revues. À quel point cette modernité, cette avant-garde est devenue soit commune, soit la nourriture de tous les jours. Voilà. Des dessins de Carlu qui donnent plus du tout envie de se laver les dents. Un jeu de photos qui devient du dessin chez Cassandre. De la pub pour Hermès. La publicité de Kertész. François Collard qui passerait l'envie de me raser également par ces jeux de voilà l'image d'avant-garde nourrit le mainstream, c'est-à-dire les images de la vie de tous les jours. Même dans un dessin de Capiello, il y a quelque chose. Alors on voit bien que le bouillon cube, c'est de la vache, mais enfin ça vous donnerait envie d'être végétarien quand même. Encore Collard, les cadrages sur le champagne, les contre-plongées, les affiches de cinéma, les publicités pour les brosses à dents. Vous allez dire si je me rase plus, si je me rase pas les dents, oui, on est à distance, ça va. Le cinéma, les magazines, votre beauté, soyez belle, on vous épie. Et vous vous doutez, ce sera une des touches tristes de la fin de cette conférence, c'est que en 34, soyez belle, on vous épie, ça commence à vouloir dire autre chose, hélas. Chez Kertész, l'isolement des éléments de publicité bien fameuses où le regard compte vont se retrouver à nourrir l'image.
Et chez Lisette Model, la photographe américaine qu'on pourrait voir une autre fois, le regard, le décadrage, l'écrasement de la perspective va ajouter au grotesque des personnages. Ce cadrage nourrit le monde des images et de la mode. Encore Collard, pour Harper's Bazaar. Jean Moral, qui est le premier grand photographe de mode qui joue de ce décadrage, qui va le premier dans la rue prendre des photos. Erwin Blumenfield, ici et ici, c'est quand même pas rien de faire des images comme celle-ci. Robert Piguet, pour la tenue de soirée, c'est de la mode ici, mais la façon de le mettre en scène est lui-même assez curieux. Rubin pour Madame Grace, pour Harper's Bazaar. Voilà Hortz et Jean Moral, qui sont cités en photographe de mode. Paris est capitale de la mode. À bientôt.